Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à la table de John Wills aujourd'hui pour ce deuxième épisode de la deuxième partie du premier épisode. À la ferme ta gueule, toi du con, espèce de crétin. Qu'est-ce que tu veux, nous prendre la tête, là? Bref, l'analyse de Ray, partie 2. Si vous débarquez ici sans avoir vu la partie 1, le lien s'affiche en haut de l'écran. Moi je me pose une question. Est-ce vraiment mettre la femme à l'honneur avec un personnage aussi artificiel que Ray? Vous dites, Ray n'est pas artificielle. Je vous dis que oui, elle est plus superficielle que la superficie. Petite mise en bouche avant d'attaquer le gros de cette analyse. Exemple simple, Ray veut sauver BB-8 jusqu'à sacrifier ses rations de nourriture, mais toujours cette question qui alimentait déjà notre premier épisode. Pourquoi? Ray n'a pas d'objectif précis à travers ses actes avec BB-8, si ce n'est « Oh bah non, il est tellement mignon !» Ça sent la scène qui est là pour te dire à toi, public, t'as vu, il est gentil ce personnage, hein, tu vas l'aimer ce personnage, hein. Sauf que c'est d'autant plus raté quand tu vois qu'elle sauve le droïde du ferrailleur pour ensuite refuser qu'il la suive. Et donc, elle reste tout seul dans le désert. Et le ferrailleur, comme ça, il peut revenir 5 minutes après et le reprendre. Mais putain, ça n'a aucun sens. Et après, tire sa tête de caractérière indépendante là, avant d'accepter finalement. Mais prenons la figure du jeune héros naïf, Luke, en comparaison. Il veut sauver R2D2 qui s'est enfui sur Tatooine. Mais pas parce qu'il est sympa, Luke. Non, c'est surtout pour éviter de se faire engueuler par son oncle. Boy, am I gonna get it. You know, that little droid is gonna cause me a lot of trouble. Oh, he excels at that, sir. Anakin de son côté lui semble profondément altruiste, c'est vrai, il veut aider Qui-Gon parce que... Mom, you say the biggest problem in this universe is nobody helps each other. Certains viendraient me dire, ouais bah Anakin aussi il est juste gentil et on sait pas pourquoi, mais si vous avez bien vu la précédente vidéo, on comprend qu'Anakin manifeste le désir d'œuvrer à un bien commun parce qu'il se rêve en Jedi pour libérer les esclaves, dont sa mère fait partie. Je sais pas, là au moins il y a un motif quoi, on peut le nommer et puis il fait sens. Rey, elle s'en fout de tout, à part qu'on revienne la chercher. Et surtout, Anakin est érigé en personnage avec de bonnes intentions, justement parce qu'il va se transformer en fin de trilogie en monstre. Et tout le propos est de voir comment tu passes de ça I will come back and free you, Mom. I promise. à ça. Et ça, c'est pas artificiel. On peut critiquer la forme, on peut critiquer plein de choses, mais au moins il y a un discours et il y a un propos derrière. On va commencer cette seconde partie avec une question essentielle. Pourquoi tout le monde adore Rey? Est-ce que vous voulez voir comment le scénario essaie de nous faire avaler qu'on a très envie de suivre ce personnage sans un effort d'écriture minimum? Le personnage de Rey, dans le réveil de la force, est validé par tout le monde. On a premièrement Finn, qui flash dessus. Le mec fait une syncope dès qu'elle a un souci alors qu'il la connaît depuis 2 jours. C'est un petit effet de mise en scène pour donner une intensité en fait basée sur du vent. Leia préfère l'enlacer elle plutôt que Chewbacca après la mort de Han Solo. Déjà ça nous avait fait hurler à l'époque mais c'est toujours aussi con 10 ans après. Et l'envoie à Luke. Han Solo veut l'engager parce qu'elle pilote son vaisseau mieux que lui, alors qu'elle y a jamais foutu un pied. Tout ceci nous montre que Rey est construite pour attirer artificiellement notre sympathie, voire notre admiration, par l'intermédiaire un petit peu superficiel de la validation des icônes du passé notamment. Mais Qui-Gon, vous allez me dire, il voue aussi une certaine admiration à Anakin et le valide dans beaucoup de choses. Sauf que premièrement, il y a un pourquoi. Le pourquoi, c'est la prophétie qui concernerait un élu pouvant rétablir le déséquilibre dans la force. Et comme, selon sa conception de la force, il n'y a pas de hasard, voilà qu'au moment où il tombe sur cet être, il découvre que les Sith ennemis jurés des Jedi menaces pour la paix et l'harmonie sont probablement de retour. Qui-Gon croit donc en Anakin, il pense qu'il a une destinée et un but à accomplir pour le bien de tous. Mais, vous remarquerez que tous les personnages de la menace fantôme ne partagent pas cette conviction. He is the chosen one. You must see it. Clouded this boy's future is. The boy is dangerous. They all sense it. Why can't you? His fate is uncertain. He's not dangerous. The chosen one the boy may be. Nevertheless,
grave danger I fear in his training. Voilà ce qui va pouvoir donner du relief au récit, en créant du conflit donc encore une fois, et permet de donner envie de savoir la suite, de réfléchir sur qui a raison, qui a tort, etc. etc. Dans Le Réveil de la Force, personne ne remet Rey en question. Tout le monde est d'accord dans ce film pour dire qu'elle est géniale, qu'il faut qu'elle prenne le sabre laser, que ça lui est destiné, etc. etc. Absence de conflit, toujours, t'es génial, change rien. Forcément, elle finit un moment par susciter de l'aversion, tant on sent qu'on nous pousse juste à l'apprécier pour faire vendre et pas vraiment pour raconter une histoire. Parlons un peu de son rapport à Han Solo, le fameux père de substitution, qui n'est rien d'autre qu'un effet de narration, pour berner le public, qui croit avoir un propos dès qu'on nomme une thématique. Sauf que ce serait comme dire qu'on sait cuisiner alors qu'on prend tous chez Picard, vous voyez ce que je veux dire. À un moment donné, quand t'es pas trop con, putain tu te démerdes, tu mets des trucs. Je vais vous dire ce qu'ils font là avec cette réaction. Oh mon dieu, elle a l'air tellement choquée que Han Solo soit mort. Parce que le scénario a établi des liens forts entre eux? Non, 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 non. Parce que le film pousse l'actrice à l'intensité maximum pour donner l'illusion qu'il se passe un truc fort à l'écran. Mais c'est du vent, c'est un effet de mise en scène, un effet d'acteur et rien de plus. Il n'y a rien qui justifie ce choc et rien qui justifie que je me sente mal pour elle. Je suis triste que Han Solo meure comme une merde, mais ça c'est mon problème de spectateur, c'est pas le sien. Mais venez, on fait ce que les défenseurs de la postologie adorent faire, dire qu'avec Luke et Anakin au final c'était pareil dans leur propre film. Le thème du repère parental étant essentiel dans la saga, on va analyser en quoi la relation Rey-Han Solo n'est en fait qu'un artifice de plus, là où Anakin véhicule un réel propos, avec Luke, bien sûr, et comment on pose cet élément sans en faire des caisses afin de l'utiliser au mieux dans les films suivants. La séparation à la mère d'Anakin, il dit I don't want things to change. Lucas nous dit avec cette scène qu'Anakin est déjà dans la volonté de contrôler la vie pour échapper à ses peurs. Il est ici soumis à son émotion d'attachement. Le départ est donc douloureux. Anakin part d'ailleurs sans réellement le couper le cordon maternel. Il se jure de revenir pour la sortir de là, pour l'affranchir elle aussi. Pression, on va dire, un petit peu trop grande pour un enfant de 11 ans. Là où le choix de Luke dans Un Nouvel Espoir était net et ne nécessitait aucun retour en arrière. Ici on revient sur ses pas et Shmi reste au centre des préoccupations d'Anakin. Devant Amidala, devant le Conseil Jedi qui devant tant de peur ne pense pas que le garçon doive être formé. Si on devait alors comparer une scène miroir entre Anakin et Rey, c'est celle où Anakin est sondé par le Conseil des Jedi qui met à jour sa peur profonde de perdre les êtres qui lui sont chers, sa maman en l'occurrence, et souligne donc son attachement. Avec la scène de Kylo Ren qui sonde les démons de Rey basée sur sa relation toute naissante avec Han Solo qui est devenu, selon lui, et apparemment aussi selon elle, le père de substitution. Là où la comparaison s'arrête. Shmi, c'est la vraie mère d'Anakin, et pas un rebelle à la retraite qui lui propose un CDI de trafiquant sur un coup de tête. Oui, mais au-delà de ça, Anakin et sa relation à la mère et sa relation à l'attachement va le hanter sur les 2 films suivants et devenir le point de bascule vers sa déchéance. I wasn't strong enough to save you, Mom. I wasn't strong enough. But I promise I won't fail again. Han Solo, Rey, elle n'en parlera plus beaucoup dans les films suivants, à part pour dire à Kylo Ren que c'est un méchant qui a tué son papa. Ça ne sert, tout ça, qu'à virer Han Solo du script, donner à Lawrence Kasdan et Harrison Ford la satisfaction de tuer Han Solo, chose que Lucas leur avait refusé en 83, et donner un semblant d'intensité, alors qu'en fait, c'est juste du vide narratif, c'est toucher un petit peu la fibre nostalgique du fan en tuant un héros qu'il aime. Encore une fois, la thématique du parent absent ou décédé chez Anakin va nourrir tout le propos sur l'attachement. Durant les 2 prochains films, ça va déterminer sa chute. Et si on doit comparer la réaction d'Anakin à son vrai père de substitution dans La Menace Fantôme, à savoir Qui-Gon, le garçon est certes triste de voir son mentor disparaître, une tristesse rentrée, une interrogation légitime sur qui va s'occuper de lui maintenant que celui qui l'a libéré a disparu, mais pas des hurlements, juste là pour dire « Vous avez vu comme c'est triste !» Pleurez, public, pleurez. Comparons également ceci à la relation Luke-Obi-Wan. Luke a connu Obi-Wan quelques heures, a priori. Un Nouvel Espoir ne cherche pourtant pas à construire une paternité de substitution entre Obi-Wan et Luke. Obi-Wan est le relais
vers le père que Luke croit mort. Il est le mentor, mais en aucun cas il ne dit ou rien ne sous-entend que Luke cherche à en faire un père. Le film établit juste très simplement que Luke a eu un père, qu'il aurait aimé le connaître et qu'il a été tué par Vador. Luke est donc choqué de voir son mentor partir. Mais là encore, on n'est pas dans l'effet émotionnel larmoyant pour donner l'illusion que Luke traverse une épreuve hyper douloureuse, comme Anakin et sa mère par exemple. La mort de Ben Kenobi, c'est un rebondissement de l'intrigue qui appuie sur le danger que représente l'aventure et qui nourrit toujours plus le contentieux Vador-Luke. Et puisqu'on parle des illusions, des effets narratifs du réveil de la Force, on va justement parler de cette fameuse vision qui n'est là que pour faire du teasing sur du vide. Voici l'argument que j'ai pu entendre pour défendre cette fameuse vision un petit peu mystère de l'épisode 7. La prophétie aussi avec Anakin, elle tease des trucs mystérieux. La menace fantôme pose effectivement des interrogations, mais elle le fait sans grand effet d'annonce, comme le fait le réveil de la Force. De ces interrogations vont naître différentes interprétations du public, qui font encore débat aujourd'hui, sans pour autant que l'objectif du personnage soit flou et soit différent pour tout le monde selon son interprétation. C'est la différence justement entre la pertinence de donner une liberté d'interprétation à un spectateur sur un thème, un concept, mais pas sur l'objectif principal du héros auquel on s'identifie vis-à-vis de la situation. On sait très bien à quoi sert cette scène dans le réveil de la Force. C'est la fameuse boîte à mystère à la J.J. Abrams. Tu l'entends presque chuchoter dans ton oreille. Tu te rappelles ce film où tu apprenais que Vador était le père de Luke, et là, tu te demandes, mais qui pourrait être le père ou la mère de Rey, ou sa sœur, ou sa cousine, ou sa grande-tante, hein, tu te le demandes. En fait, vous l'aurez compris, tout ça c'est juste là pour alimenter les théories des fans de Star Wars, qui ne se limitent plus ici qu'à des relations filiales surprises. Dans l'Empire contre-attaque, c'était totalement inattendu, car rien ne le préparait au forceps dans le film précédent. Et c'est normal, Lucas n'était pas sûr de faire de Vador le père de Luke, car ici, on t'en fait un appât pour cacher le creux de ton histoire vide, et on se met évidemment des bâtons dans les roues pour le film suivant, en créant des attentes dont la saga n'avait pas besoin pour avoir un intérêt. Et nous arrivons assez rapidement à la conclusion de cette première grande partie concernant le réveil de la Force, et qu'est-ce qu'on a ? En deux mots, on aura compris que les conflits de l'héroïne dans le réveil de la Force sont quasi nuls, voire la partie 1. Ensuite, le bien commun pour lequel se battent Anakin et Luke ont des objectifs précis et dans une continuité. Si on prend la prélogie, on voit que l'on fait la guerre pour la République, on parle de sauver une démocratie. La trilogie, c'est contre l'Empire, mais on sait que c'est pour rétablir la République et la démocratie. Et dans quelle continuité le conflit de Rey s'inscrit dans le réveil de la Force ? À part une ressucée de rebelles contre une armée qui ressemble à l'Empire, mais pourtant ne gouverne pas et menace une république inexistante à l'écran ? Si l'écriture de l'héroïne est confuse, l'histoire en toile de fond de la sienne l'est tout autant. C'est là qu'on peut ici commencer à cerner la différence entre l'écriture de Lucas et l'équipe de la postlogie. Chez Lucas, il y a la volonté de donner une structure simple, mais pas simpliste, issue de leçons tirées de sa fréquentation de l'histoire. Pourquoi il a voulu que ce soit simple ? Car il veut que son propos soit compréhensible immédiatement par des enfants. Le projet chez J.J. Abrams semblait plutôt de retourner aux sources de Star Wars, à son idée des sources de Star Wars. Donc, selon lui et ses producteurs, refaire en partie ce qu'on a déjà eu avant. Hybride entre la suite et le reboot, le réveil de la Force amène à un flou pour ne jamais sortir de cette contradiction. Une contradiction qui lui donne des airs non pas de film, non pas de départ d'une nouvelle trilogie ou d'une suite, mais d'un pilote de série télé. C'est-à-dire qu'on ouvre des tas de possibilités narratives par le flou, et on laisse aux épisodes suivants, voire aux saisons suivantes, étalées dans le temps, soit plusieurs dizaines d'heures contre 2 ou 3 heures pour un long métrage, la charge de se débrouiller avec ce flou narratif. Il en résulte un réveil de la Force divertissant dans sa forme, c'est vite dit, moi j'ai passé un moment infâme, mais bon, ça me regarde, avec son aspect Star Wars, son héroïne, qui forme le patchwork d'un Luke et d'un Anakin, mais au final aucun parti pris clair, aucune circonstance précise qui va définir le personnage, car détaché des conflits externes, et donc sans conflit interne très précis. D'abord parce que elle est complètement pétée et rien ne lui résiste bien longtemps, on sait pas où elle veut aller, je pense que les scénaristes non plus, tout comme le film dans sa globalité qui nous recrache donc un nouvel espoir en sauce 2015, Rey
est au final une coquille vide dans ce premier épisode, un premier chapitre qui ne remplit pas son rôle et se trompe de format. On a déjà la sensation qu'on brode une histoire sans savoir quoi raconter, et on nous vend le tout avec des effets de mise en scène grossiers pour nous la rendre sympathique. Au terme de ce premier numéro d'analyse découpé en 2 parties, on voit que Ray et cet épisode 7 montraient déjà des failles d'écriture aberrantes qui n'auguraient rien de bon pour la suite. Ce personnage et ce film étaient déjà nuls. Le 8 n'a en soi rien gâché. Il a été tout juste sauvé par sa fibre nostalgique et son effet d'annonce en mode Star Wars est de retour. Pourtant, même si ce film était mauvais, c'était encore rattrapable. Mais c'était sans compter la bêtise affligeante d'un certain Rian Johnson dont on parlera au prochain épisode. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, je vous laisse liker, partager, bon la base, et je vous dis à très bientôt pour la suite sur l'épisode 8.